Le dauphin guyanais Mehdi Metella réalise un pas de géant de plus dans sa carrière sur les championnats du monde à Kazan, en Russie. Ce week-end, avec l'équipe de France, il décroche la médaille de bronze sur l'épreuve du relais 4 x 100 mètres, une consécration de plus dans son palmarès et le meilleur moyen de commencer ces mondiaux. C'était l'objectif. On va dire encore l'équipe de France, les autres vont dire mais c'est quoi cette équipe de France? Je pense que c'est une nation vraiment réunie qui veut porter son drapeau jusqu'au bout et toucher devant. Et je pense que c'est en voyant, même si c'est pas notre public, on a pris quand même cette énergie pour avancer et toucher devant. Initié à la natation au club du Megaquarius de Cayenne, Mehdi est devenu le modèle par excellence de la discipline. Moi, je me rappelle la première fois quand il intègre le club, je l'envoie, moi en tant que président et responsable, je lui dis, faut-il pas au championnat de France? Le coach ne voulait pas, je lui dis non, il va aller pour apprendre. Et puis, on a fait tout un programme aussi pour lui. Bon, voilà le résultat, quoi. Mais bon. Non, pour moi, Mehdi n'a pas eu de victoire. Mehdi a franchi des paliers. C'est pas fini, lui-même il le dit. L'objectif, moi, je savais qu'il allait passer en finale. Pour moi, la natation française de demain, je comptais avec Mehdi Metella. Pour la suite de ces mondiaux, il finit 5e dans la finale du 100 mètres papillon, mais bat le record de France qu'il avait lui-même établi en demi-finale la veille. Reste aujourd'hui à Mehdi de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront dans moins d'1 an à Rio. La 5e édition des Journées des peuples autochtones, c'était samedi et dimanche dernier. Samedi s'est tenu un rassemblement des chefs coutumiers des nations amérindiennes. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient pour parler d'une seule voix de la protection des peuples autochtones. En amont des festivités de ce dimanche, il était question surtout du droit à la terre. Nos compatriotes souffrent, le long du Maroni aussi. Et il y a beaucoup qui demandent des terres et qui n'ont pas gain de cause. Un droit à la terre prévu par la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail portant sur les droits des peuples indigènes et tribaux. Une convention que la France n'a toujours pas ratifiée. Contrairement au Brésil, par exemple, cet État a reconnu 690 territoires indigènes qui couvrent environ 13% de la superficie de son territoire. Pour les populations autochtones de Guyane, le combat continue, notamment devant l'ONU. Les comités en question qui ont été saisis ont été très surpris d'apprendre l'existence d'autochtones sur le territoire français. Nous avons surtout mis en avant l'absence de reconnaissance par l'État français et ces deux comités, donc le comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le comité pour les droits de l'homme, ont donné leurs recommandations en disant que l'État doit maintenant prendre en compte toutes les revendications des minorités, notamment celles des peuples autochtones de Guyane. Et en cela, c'est une grande avancée pour nous. Voilà, aujourd'hui, nous voulons qu'on nous reconnaisse en tant que peuple premier et reconnaisse les chefs coutumiers. Nous savons très bien que certains politiciens ne veulent plus entendre parler de cela. Ces réflexions néocolonialistes, mais nous ne nous vont pas du tout. Au soutien de leurs revendications, les Amérindiens font également valoir leur contribution dans la sauvegarde de l'environnement. Concrètement, donc, nous sommes détenteurs déjà de 240 millions d'hectares de forêt en Amazonie et nous contribuons donc à stocker les émissions de carbone de toute la planète durant 3 années. Donc ceci est une contribution concrète donc, des peuples autochtones en Amazonie dont nous faisons partie. Une contribution dont il faudra tenir compte lors de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. La COP21 sera présidée par la France en cette fin d'année. Une occasion pour les Amérindiens de France de faire entendre leur voix au travers d'un pavillon. L'enquête concernant le corps retrouvé jeudi dernier sous les palétuviers de la pointe Saint-Joseph à Cayenne suit son cours. Les amis du jeune homme avaient signalé sa disparition quelques jours avant la découverte de ce corps. L'autopsie prévue ce matin n'a finalement pas eu lieu. Nous sommes toujours dans la recherche des causes de la mort et dans l'attente d'une autopsie qui devrait intervenir ou en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Cette autopsie permettra de définir effectivement si on a affaire à un suicide ou non.
L'homme âgé de 23 ans a été découvert dans les marécages par un couple de SDF. On ignore combien de temps il a pu rester dans l'eau, ce qui pourrait compliquer l'autopsie. Un corps qui est retrouvé dans la mangrove, qui plus est sous un climat tropical, peut être altéré par l'humidité, par la chaleur, par la présence éventuellement de marée, je ne sais pas si dans le cas présent c'est le cas, mais tous ces éléments, ou de la pluie, tous ces éléments peuvent altérer effectivement les traces que l'on peut relever. Donc ce sont toujours des choses compliquées, et plus les relevés ont lieu tardivement après la mort, après le décès, et plus, j'allais dire, leur pertinence est compliquée à établir. 10 ans de travaux de recherche, c'est le temps qu'il a fallu pour rédiger le premier catalogue des habitats forestiers de Guyane. Un catalogue qui permet aujourd'hui d'identifier les différents types d'habitats, de les caractériser, de les cartographier. On a réalisé à peu près une trentaine, 32 sites sur lesquels on a réalisé à la fois des inventaires forestiers, donc des inventaires des arbres, à la fois des descriptions d'habitats avec un certain nombre de descripteurs, notamment aussi des descripteurs de sol, et puis des inventaires de grande faune. C'est donc une vingtaine d'habitats différents qui ont été recensés. Ainsi, les forêts de la plaine côtière se différencient des forêts côtières des basses-terres ou encore de celles sur sable blanc qu'on rencontre aux alentours de Saint-Laurent. Et pour y arriver, l'ONF a travaillé avec de nombreux organismes, comme la DEAL, la CIRAD, mais aussi avec des autochtones. Alors dans nos inventaires, nous on travaille avec des prospecteurs forestiers qui sont essentiellement des noirs marrons issus qui viennent des villages du Maroni, qui connaissent bien l'inventaire des arbres et connaissent bien les arbres d'un point de vue vernaculaire. Donc on a fait un gros effort de reconnexion de cette connaissance vernaculaire avec la connaissance scientifique. Donc on a une bonne estimation de la biodiversité forestière par ces inventaires dits, on va dire, traditionnels ou reconnaissance traditionnelle. L'apport des populations natives dans la gestion des forêts reste un sujet particulièrement important. Lors de la journée des droits autochtones, les chefs coutumiers ont une nouvelle fois montré la nécessité de travailler main dans la main. Nous sommes gestionnaires ici de 4 millions d'hectares et nous voulons une extension donc, de ces territoires traditionnels de manière à ce que nous puissions participer concrètement, activement avec le système des savoirs traditionnels que nous avons à la conservation du patrimoine de la Guyane qui sera bénéfique pour les générations futures. Pour la Guyane, donc, vous savez qu'on a installé beaucoup d'aires protégées sans reconnaître les terres traditionnelles. Donc voilà une problématique sur laquelle on doit se concentrer et dire au gouvernement que les moyens et la reconnaissance des terres autochtones sont plus efficaces que la mise en place des aires protégées. La 5e édition des Journées des peuples autochtones, c'était dimanche au rythme des Samboulas. Comme ça, tu termines la musique, c'est pas besoin de changer, tu vois. C'est juste descendre, monter, descendre, monter. C'est aussi des ateliers de vannerie à base de fibres d'aroumon que l'on trouve dans les zones marécageuses. Un savoir-faire palicourt que la présidente de l'association Panicou défend. J'aimerais encourager les autres compatriotes amérindiens palicourts de ne pas laisser tomber notre culture amérindienne. Les jeunes ne veulent plus pratiquer l'artisanat amérindien parce qu'ils trouvent ça vraiment une perte de temps, c'est tout. D'où l'intérêt des initiations à l'artisanat amérindien ouvert à tous les âges, comme ici dans cet atelier d'enfilage de perles fait à base de graines. Je trouve les graines et donc ensuite je les mets là. Et je les passe dans le fil. Donc là j'en mets 6 et là 4. Puis après je passe ces graines là. Un travail fastidieux pour un résultat satisfaisant. La culture amérindienne, c'est aussi des jeux. Ici, le jeu du diable, selon la légende, il a été inventé par le diable lui-même pour tester la force des chamans. Olivier Auguste raconte. Chaman, je sais que tu es puissant, mais pas plus que moi, donc je vais inventer un jeu. Si tu n'arrives pas à passer les bouts de bois de l'autre côté, je te mange. Un jeu plus facile pour certains que pour d'autres. Les 5e journées des peuples amérindiens se sont achevées par un défilé des communautés amérindiennes, Bushinangé, créoles et Hmong, en tenue traditionnelle. Le rendez-vous de l'interculturalité. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête patronale de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Pendant les 4 jours de célébration, plus de 15 000 personnes ont profité de cet événement incontournable de l'Ouest guyanais.
Un rendez-vous qui pour le maire de la ville est indissociable de la ville de Saint-Laurent, tant par son impact social que par son impact économique. On équilibre sans arrêt chaque année, on dégage à peu près entre 180 et 200 000 euros pour la fête de Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui comparé à d'autres qui font un grand week-end où ils peuvent aller jusqu'à 500 ou 600 000 euros. J'ai toujours souhaité la fête patronale, même lorsqu'à l'époque, la Chambre régionale des comptes, quand il fallait faire des économies, me demandait de supprimer les financements des fêtes patronales. Parce que c'est le seul lieu où tout le monde se retrouve, toutes les cultures peuvent s'exprimer avec leur talent, bien entendu, et donc être reconnues, tolérées et respectées. Et pour moi, la fête patronale est un événement social important qu'on ne peut pas supprimer. Saint-Laurent a besoin de ça. La fête de Saint-Laurent s'achève donc ce soir. Quelques surprises attendent encore les derniers participants avant de se donner rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition. Moqueur gorge blanche, coq de roche orange ou encore héron agami, ces noms ne vous disent probablement rien. Il s'agit d'oiseaux qu'il est possible de contempler dans les régions d'outre-mer. Une exposition tient salon en ce moment à la bibliothèque Schellcher. L'objectif, nous sensibiliser à la nécessité de protéger la biodiversité en danger. C'est important justement de pouvoir sensibiliser la population sur les oiseaux qui sont un indicateur en fait biologique et qui permettent de voir en fait l'état de conservation de la biodiversité en général. Et donc les mettre en avant, c'est aussi de prendre conscience à la population qu'ils sont en voie d'extinction, qu'il faut les protéger, que les acteurs locaux agissent justement pour leur protection et leur conservation. Et donc cette exposition permet de faire découvrir à la fois la biodiversité locale à la population martiniquaise, mais aussi la biodiversité, principalement la vie-faune, des autres DOM que sont la Guyane et la Réunion. Une exposition accessible jusqu'à la fin du mois, avant son déménagement pour les nouveaux locaux de l'ADEAL, Pointe de Diam à Schellcher.